Bonjour à tous, bienvenue dans notre Zoom aujourd'hui en compagnie de Pierre Le Vigan. Bonjour monsieur. Bonjour. Pierre Le Vigan, vous êtes urbaniste de formation, vous êtes aussi diplômé en histoire et philosophie. Pierre Le Vigan publie cet ouvrage, Le coma français aux éditions de Perspectives Libres, à retrouver comme d'habitude sur la boutique de TV Liberté. Alors Pierre Le Vigan, notre président Macron a récemment déclaré que l'envoi de troupes françaises en Ukraine pour combattre la Russie n'était pas à exclure. Comment expliquez-vous l'engagement jusque-boutiste de notre chef d'État, alors même que les États-Unis, les Républicains au Congrès ont bloqué une enveloppe de 60 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine? Oui, alors on va commencer par l'explication la plus mineure, mais qui existe, et on va aller à l'explication la plus essentielle. Alors l'explication mineure, c'est un dérivatif en politique intérieure face à l'impopularité de Macron, y compris de son nouveau Premier ministre, Gabriel Attal, dont la popularité a été construite par quelques médias, mais n'a pas duré plus de quelques semaines. Donc effectivement, on sait que Macron a été très mal accueilli au Salon de l'Agriculture. Bon, évidemment, cette dramatisation par l'hypothèse d'envoi de troupes françaises, et plus généralement d'ailleurs de troupes de l'UE au sol en Ukraine, est une façon de cacher sa situation qui n'est pas bonne au plan intérieur. Mais ça, c'est un aspect qui existe, mais l'aspect essentiel doit être pris en quelque sorte au premier degré. Macron, effectivement, semble ne pas exclure cette stratégie consistant à engager des troupes au sol. Pourquoi? Alors, pour prendre le leadership au sein de l'Union européenne, bon, a priori, ça ne fonctionne pas, mais en tout cas, il a essayé, mais aussi, à plus long terme, pour, en fait, créer une sorte d'OTAN européanisée. Bon, il est assez clair que les États-Unis d'Amérique sont, comment dire, fatigués de défendre, entre guillemets, l'Europe, c'est-à-dire de dépenser pas mal de moyens pour leur protectorat sur l'Europe. Ce protectorat, de toute façon, maintenant, fonctionne sur des bases essentiellement économiques, puisqu'ils nous ont coupé de la Russie et que nous achetons donc leur gaz de schiste 6 fois plus cher que le prix auquel les Russes nous vendaient leur gaz. Donc, moi, j'avais entendu entre 3 et 4, mais bon, on va pas alors, sur les chiffres. Ça dépend des, oui, ça dépend ouais. de l'origine précise. Ouais. Enfin, ça va entre 4 et 6. Et donc, en l'occurrence, ils souhaitent que les Européens prennent le relais. Mais sur quelle base? Pas du tout sur la base d'une Europe indépendante, mais sur la base d'une Europe qui se charge d'être anti-russe, mais en quelque sorte à la place des Américains et à ses frais, c'est-à-dire aux frais de l'Europe, au lieu que ce soit systématiquement aux frais des États-Unis d'Amérique. Donc, en ce sens, il y a un projet macroniste de néo-OTAN européanisé et belliciste. Donc, c'est assez clair, et effectivement, quand les députés en Renaissance du parti de Macron nous disent que la Russie menace l'Europe, et même la France, ça fait partie de cette stratégie de la peur. Donc, le président a déclaré lors du Salon de l'Agriculture que la Russie a décidé de nous attaquer. Oui, c'est une contre-vérité évidente, mais tout ça fait partie d'une stratégie de la peur qui a à la fois des objectifs en politique intérieure, tétaniser les gens, les mettre dans un état de sidération et de coma, d'où le titre de mon ouvrage, mais aussi de préparer les esprits à une économie, un effort de guerre visant à faire face à une soi-disant menace russe, comme si nous étions à l'époque de l'Union soviétique, sachant que même à l'époque de l'Union soviétique, les Russes n'avaient pas l'intention, étant relativement réalistes, bien que soviétiques, n'avaient pas l'intention de dépasser l'Elbe parce que leur protectorat sur l'Europe orientale était déjà quand même relativement lourd à gérer. Et je lisais les propos du journaliste Laurent Arthur Duplessis qui déclare que si les armées
des pays membres de l'Union européenne s'engager dans un conflit contre la Russie, elle n'aurait pas plus de 3 jours de munitions. Oui, l'armée française a environ 80 000 hommes. Nous avons, semble-t-il, quelques 200 chars. Et encore, sont-ils opérationnels tout de suite? Ça reste à voir. Et effectivement, tout le monde sait, enfin tous les experts savent que nous avons 2 ou 3 jours de munitions. Enfin, ce n'est pas sérieux. Le problème, c'est que la parole d'un chef d'État n'est pas totalement anodine. Ce que pourrait dire tel ou tel journaliste irresponsable de telle ou telle chaîne des médias de grand chemin n'engagerait que ces médias. Mais là, c'est tout de même une provocation anti-russe qui va avec la diabolisation de Poutine. Donc, d'ailleurs, on peut observer qu'on parle toujours... Pour les gens qui refusent la guerre, on les accuse toujours d'être alliés à Poutine. On ne dit pas tout simplement qu'ils refusent d'être dans une hostilité systématique à la Russie, parce que le problème n'est pas celui tant de Poutine que de la Russie. Et par contre, quand on soutient l'Ukraine, on ne dit pas qu'on soutient Zelensky, parce que tout le monde... On soutient la démocratie. Tout le monde sait que Zelensky n'est quand même pas un personnage extraordinairement respectable et inspirant, mais on dit qu'on soutient l'Ukraine et même tout simplement qu'on soutient la démocratie en avant. Hein. Le concept de bataille de l'avant, il faut le savoir, date de Giscard, qui a été un des premiers atlantistes. Vous résumez un petit peu le projet macronien ainsi, moins d'Europe libre et plus d'occidentalisation. En fait, Emmanuel Macron, il se voit un petit peu comme... il se veut comme plus gros que le bœuf américain, quoi. En tout cas, un néo-OTAN européanisé qui fasse le sale boulot que les Américains n'ont plus tout à fait envie de faire, d'autant que dans l'hypothèse où Trump se fait élire à nouveau... il est possible que l'Amérique aille vers un certain isolationnisme. Donc effectivement, il s'agit de reprendre, qui est fondamentalement la stratégie euro-américaine, la stratégie atlantiste, d'hostilité systématique vis-à-vis de la Russie, voire vis-à-vis de la Chine, mais en faisant supporter le coup à l'Europe, sachant déjà que l'Europe en est la principale victime, puisque les sanctions contre la Russie ont été avant tout des auto-sanctions contre l'économie européenne. Elles n'ont pas mis l'économie russe à genoux, elles l'ont affaiblie un petit peu en 2022, elles s'en sortent très bien depuis 2023, et par contre ont mis l'économie française encore plus à genoux qu'elle ne l'était, avec à peine 9% du PIB qui vient de l'industrie en France, et surtout ont réussi à commencer à casser la seule économie européenne qui avait une certaine force, à savoir l'économie allemande. Donc, très belle réussite du point de vue des Américains. Et Macron, il faut le savoir, c'est Macron SFIC, section française de l'Internationale du Capital. Donc, il est le délégué France du capitalisme mondial. Et donc, il a fait le boulot. On lui demandait de détruire l'industrie européenne pour sauver le noyau dur du capitalisme mondial, qui est le capitalisme américain. Et donc, il a sa feuille de route et il exécute sa feuille de route. Alors, vous en prenez au libéralisme dans votre ouvrage, Le coma français, Pierre Le Vigan. Pourquoi vous dites que cette idéologie est de plus en plus le contraire de la démocratie ? Oui, parce que d'ores et déjà, le libéralisme, ça a toujours été, à partir de 89, finalement la démocratie représentative. La démocratie représentative n'est pas équivalente à la démocratie. Ça ne veut pas dire que la démocratie ne passe pas par un certain nombre de représentations, d'élections de conseillers généraux, etc., de députés. Bien entendu, c'est une des modalités de la démocratie, mais la démocratie ne se réduit pas à la représentation, d'autant qu'au début de la Révolution française, les libéraux s'accommodaient parfaitement d'une représentation limitée aux gens bénéficiant d'un niveau de fortune minimum. Donc, c'était en fait une démocratie pour les très riches. Ou en tout cas pour les riches, même si le sens a ensuite été abaissé sous Louis-Philippe, etc. Et surtout, la démocratie est devenue le contraire du libéralisme. En fait, le libéralisme repose avant tout sur l'individualisme. Donc le libéralisme
ne prend pas en compte l'existence des peuples. Il ne prend pas en compte l'ethnos. Il ne prend pas en compte le peuple dans sa diversité de métiers. On sait que l'une des premières mesures de la Révolution française, ça a été les lois d'Allard, les lois Le Chapelier, de supprimer tout ce qui était intermédiaire entre l'individu et l'État, de façon à ce qu'il ne puisse pas y avoir des groupements d'intérêts et de solidarité défendant précisément leur intérêt et leur vision, pas seulement leur intérêt, mais leur éthique, leur ethos, leur vision du travail bien fait. Donc la logique libérale, c'est l'individualisme. Et je distingue... Vous avez cette formule, une aristocratie financière déracinée à désarmer le politique pour protéger le gros argent par l'économique et l'état de droit contre les dérives du politique. Tout à fait. C'est-à-dire que le marché et la juridicisation de la société, en fait, empêche le politique de jouer pleinement. C'est-à-dire que finalement, alors ça nous renvoie à la question de la disparition de la souveraineté nationale et de la souveraineté populaire. C'est-à-dire qu'il est impossible, par exemple, d'avoir des mesures contre le libre-échange ou des mesures contre l'immigration, parce que c'est interdit d'une part par le haut, par l'Union européenne, par la technocratie bruxelloise toute puissante, mais aussi par les juges, aussi bien européens que français. Il ne faut pas oublier le rôle des juges français. Et donc, en ce sens, toute politique qui limiterait la libre circulation des hommes et des marchandises est en fait interdite par le système actuel. C'est-à-dire que le politique en France... Je distingue le politique de la politique. Le politique, c'est-à-dire en fait la puissance populaire, est rendue et dans une situation en fait d'incapacité. Elle s'est liée les mains par l'entrée dans l'Union européenne, mais aussi par la construction de tout un système juridique avec le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État qui empêche la volonté populaire, quand bien même ces délégués, les députés, auraient telle volonté de s'exercer. Puisque finalement, même s'il y avait une majorité de députés contre le libre-échange et contre l'immigration, ça serait rendu impossible, ne serait-ce que par les juges français et aussi par les juges européens. Alors vous dénoncez aussi la multiplication des mesures de contrôle et de contrainte des populations en matière sanitaire, climatique. Quel est l'objectif, selon vous, de ces contraintes ? Alors l'objectif, c'est de tétaniser les gens, c'est de leur faire peur. L'effet de sidération. Voilà, effet de sidération. La pandémie que nous avons connue, dont on sait au demeurant qu'elle est essentiellement d'origine humaine, elle est sortie d'un laboratoire, sans doute accidentellement, ça c'est le débat peut rester ouvert, certainement accidentellement. Mais nous n'en savons rien, mais en tout état de cause, elle a surtout été très bien utilisée, très bien instrumentalisée, et peut-être même, sait-on jamais, programmée pour tétaniser les gens, et c'est un exercice extraordinaire de contrôle social. Vraiment extraordinaire, et on va ajouter à ça maintenant le très hypothétique changement climatique, qui est en fait peut-être le seul problème écologique qui n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de problèmes écologiques réels, mais on ne parle que du sol qui est très hypothétique, très contestable, qui est alors le changement climatique, le climat a toujours changé, mais qui est le soi-disant réchauffement climatique anthropique, qui n'est pas prouvé et qui par ailleurs n'a pas que des inconvénients. Vous évoquiez à l'instant donc le libéralisme économique, donc que l'on ajoute à ce que vous appelez totalitarisme sociétal. Absolument, totalitarisme sociétal. On le voit dans les dernières lois qui criminalisent les propos, non seulement dans la sphère publique, mais les propos privés, politiquement incorrects. Alors ça peut être tout, ça peut être ce qu'on appelle racisme, dont la définition est de plus en plus illimitée, si je puis dire. Ça peut être l'homophobie, ça peut être le complotisme anti-réchauffiste, c'est-à-dire l'approbation ou l'intérêt, le simple intérêt manifesté à des théories qui contesteraient la thèse du réchauffement climatique anthropique. Voilà, donc c'est en fait l'interdiction de tout débat d'idées au nom d'une situation de guerre, puisque Macron nous dit que nous sommes dans une économie de guerre. Donc l'économie de guerre
C'est en fait une situation de guerre, plus largement, c'est pas que l'économie, et donc c'est aussi une situation de guerre idéologique qui justifie l'interdiction de toutes les opinions dissidentes. Vous dites que d'énormes efforts d'endoctrinement sont déployés en permanence pour empêcher les Européens de croire à la réalité de leur propre existence. Ça se manifeste comment, ça, concrètement ? Alors, ça se manifeste par la culpabilisation permanente de l'histoire des Européens, alors qu'elle est ni plus ni moins sombre que l'histoire de n'importe quel peuple. Enfin, de même que l'histoire de la Turquie ne peut se résumer au génocide arménien. L'histoire de l'Europe ou de la France ne se résume pas à des exactions pendant la guerre d'Algérie, qu'il faudrait au demeurant mettre en regard des exactions du FLN. Oui, c'est la haine de soi, quoi. C'est la haine de soi. C'est le contraire de la sérénité. C'est le contraire du regard lucide sur notre histoire. Et nous sommes les seuls à faire ça. Est-ce que l'Algérie fait la même chose? Est-ce que la Turquie passe son temps à expliquer qu'ils ont eu des esclaves chrétiens, dont certains au demeurant sont devenus conseillers du sultan, ce qui est finalement une promotion sociale pas inintéressante, mais enfin en passant par le fait de devenir eunuque. C'est quand même une étape plus difficile. Vous expliquez bien que nos dirigeants nationaux européens souhaitent une humanité indifférenciée, homogène, où les hommes sont substituables les uns aux autres. Ça va dans quel sens, ça ? C'est certainement l'élément central de mon ouvrage. En fait, à partir des années 70, on a parlé de néolibéralisme et on a expliqué que le néolibéralisme, en fait, voulait revenir sur ce qu'on a appelé le compromis fordiste, ou en économie, on appelait ça le keynésianisme, c'est-à-dire un compromis entre le capital et le travail dans lequel les travailleurs avaient quelques fruits, en fait, de la production dont ils étaient à l'origine. Ce néolibéralisme a détruit les services publics, etc. C'est toute l'époque Thatcher, Reagan, etc. Mais moi, j'emploierais plutôt l'expression libéralisme de type 1, libéralisme de type 2. Et je pense qu'il faut aller bien au-delà de cet aspect qui est important, au demeurant, de destruction des services publics. Le libéralisme de type 1, en gros celui qui fait suite à la Révolution française, et le droit de propriété, la libre entreprise. Voilà, c'est surtout, il part d'un postulat, c'est que l'homme n'est mu que par ses intérêts, que c'est globalement positif pour la société, et que donc il faut valoriser l'individu guidé par ses intérêts. Et ce qu'expliquait Adam Smith, c'est que c'est en suivant ses intérêts que le boucher vous propose de la bonne viande. Et donc finalement, la recherche de son propre intérêt sert le bien commun, et ça sert à rien de vouloir le bien commun, ça arrive automatiquement. Donc ça, c'est le libéralisme de type 1. En fait, ce libéralisme de type 1 s'est rendu compte que finalement, les gens avaient tendance à reconstituer des solidarités. Droit de coalition sous Napoléon III en 1864, droit de grève en 1864, droit de créer des syndicats en 1884, loi Waldeck-Rousseau, et finalement, ensuite, compromis fordiste, avancée sociale arrachée par le monde du travail, programme social aussi bien de Vichy avec la retraite des vieux travailleurs que dans le programme du CNR, Conseil national de résistance. Et le libéralisme de type 2 se dit non mais ça va pas. Alors finalement notre hypothèse comme quoi l'homme ne pensait qu'à ses intérêts, ça marche pas comme ça. Donc il va falloir que ça passe en force maintenant. On s'est trompé. On a pensé que tout naturellement, en favorisant l'individu, l'individualisme triompherait naturellement. Non, ça marche pas. Donc il va falloir qu'il triomphe de force. En ce sens, le libéralisme de type 2 est totalitaire, parce qu'il constate que l'individualisme ne va pas de soi. Donc il faut l'imposer. Les gens, finalement, ne sont pas aussi interchangeables qu'on le pensait en 1789, donc il faut qu'ils le deviennent de force. C'est en ce sens que le libéralisme est devenu le pire des totalitarismes. Et donc, pour que les hommes deviennent interchangeables de force, il faut une immigration de masse, il faut développer la haine de soi, il faut ne proposer aucune assimilation aux immigrés, puisque finalement, on ne peut pas sérieusement
dire qu'on leur propose une assimilation, puisque en même temps nous expliquons que nous sommes un pays qui a fait essentiellement des choses épouvantables dans son histoire. Donc à moins d'être complètement fou, n'importe quel étranger n'a pas envie de s'assimiler à quelqu'un qui ne cesse de dire qu'elle n'a pas d'identité, qu'elle n'est que le réceptacle des autres. Absolument, et que par ailleurs l'essentiel des choses que nous avons faites sont disons des saloperies, pour faire court. L'Europe n'accueille pas, en fait, elle laisse entrer tout le monde comme absolument, dans un moulin. Absolument, ouais. Comme dans un moulin. Vous citez Hervé Juvin, qui est eurodéputé, je crois, pour le Front National, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est exact. Il dit ceci: l'écologisme a deux ennemis, le globalisme et l'individualisme. Comment se conçoit l'écologie d'après vous ? Alors l'écologie, c'est la prise en compte d'un équilibre entre l'homme et la nature. Bon, il est évident que on ne peut pas laisser partout la nature vierge de toute marque humaine. Simplement, les marques de l'homme, les marques de la présence de l'homme, les aménagements du territoire peuvent se faire dans un certain respect. Par exemple, on n'est pas obligé d'avoir d'immenses zones commerciales avec des parkings qui imperméabilisent le sol sur des kilomètres carrés. Donc voilà, construire des villes, c'est une humanisation du territoire. Et pourtant, quand vous allez à Bruges, vous avez des beautés de paysages qui vous ravissent l'esprit et l'âme. Donc la question n'est pas de transformer la nature. À partir du moment où il y a de l'homme, il y a transformation de la nature. Même chez les Grecs au 5e siècle avant notre ère, il y avait déjà transformation de la nature. La question est de le faire dans le respect d'une certaine esthétique. Alors cette esthétique, elle est subjective, elle est en fonction de chaque peuple en quelque sorte. L'esthétique des peuples de la forêt n'est pas la même esthétique que les peuples du désert, etc. Mais dans tous les cas, il y a la recherche d'une certaine beauté. Et l'un des éléments de cela, c'est de construire en fonction des matériaux locaux aussi. C'est en ce sens que l'écologie passe obligatoirement par la relocalisation des économies, des matériaux utilisés et des esthétiques. Et chaque peuple a son esthétique. Et quand on voyage, ce qui est intéressant, c'est de voir que l'esthétique d'un village de Jordanie, d'un village traditionnel, j'entends bien, je parle pas d'une tour de bureau internationale, c'est pas la même que l'esthétique d'un vieux village du côté d'Orcival en Auvergne. Et c'est l'intérêt de voyager. Et effectivement, si vous ne voyagez que dans des hôtels d'aéroports, ça sert à rien de voyager parce qu'ils sont tous les mêmes. Donc la beauté du monde, c'est sa diversité. Et c'est ce que le libéralisme de type 2, c'est-à-dire le libéralisme totalitaire, veut anéantir. Ouais. Interchangeabilité des hommes, uniformisation, interchangeabilité des paysages. Ouais. Beaucoup d'observateurs constatent encore aujourd'hui des différences entre les 27 États membres de l'Union européenne. Vous persistez à penser qu'il existe des convergences. Alors, sur quoi on se retrouve ? Alors, on a beaucoup souligné depuis au moins 10 ans, par exemple, que l'économie allemande, avant la crise Ukraine-Russie, s'en sortait bien. D'une part grâce à une stratégie économique des Allemands plus performante que la nôtre, mais aussi parce que l'euro fort favorisait l'économie allemande, encore que le mark aurait été encore plus fort que le niveau actuel de l'euro. Donc si l'Allemagne avait gardé sa monnaie, elle s'en serait peut-être encore mieux sortie. Bon, certes, mais ce que je dis, c'est qu'à long terme, les intérêts au moins de toute l'Europe occidentale sont convergents. C'est-à-dire que la question n'est pas de savoir si l'industrie française va se faire manger par l'industrie allemande. La question actuelle, c'est que les industries aussi bien françaises qu'allemandes se font manger par l'industrie américaine qui a réussi à nous couper des approvisionnements venant de la Russie. Donc c'est ça la vraie question. Je pense qu'il y a une convergence. La convergence, elle est géographique alors. Elle n'est pas seulement géographique, elle est aussi civilisationnelle. La civilisation allemande est une grande civilisation qui a été souvent en conflit avec la nôtre, mais disons que nous sommes contre les Allemands, mais tout contre, pour reprendre la formule de Sacha Guitry. Je dirais la même chose des Italiens, entre nous et les Italiens et entre nous et les Espagnols. Parce que vous citez le parti de l'étranger, est-ce qu'il y a une volonté de l'extérieur de diviser les Européens entre eux ? Est-ce que les Français n'ont pas intérêt à se réconcilier avec les Allemands et cet ensemble-là avec les Russes ? Alors,
On a surtout intérêt à être plus fort déjà, parce que bon, dans le couple franco-allemand, il y a que la France qui tient ce discours, l'Allemagne ne la tient pas, et en fait, la France ne cesse de se voir en couple avec une Allemagne qui elle ne se voit pas du tout en couple avec la France. Donc c'est quand même. Oui, les Allemands n'ont pas ouvert leur bouche quand il s'est agi de dénoncer l'explosion de Nord Stream. Oui, tout à fait, parce que c'est une espèce de soumission totale. Parce que l'Allemagne est sous le protectorat américain, peut-être plus encore que la France, mais encore que Macron a une stratégie plus subtile en fait. C'est plutôt qu'il reprend, il veut refaire le boulot que ne veulent plus faire les Américains. C'est une stratégie de néo-OTAN. Hein, donc ça va au-delà d'être sous protectorat américain. C'est plus ambitieux, mais toujours comme valet des Américains. Je terminerai cet entretien avec vous, Pierre Le Vigan, avec cette citation. Dans votre ouvrage, plus personne ne croit que la politique puisse changer la vie, et pourtant la politique libérale a changé la vie. Quel genre de politique pourrait inverser les résultats de cette politique libérale alors ? Alors, une politique réellement démocratique, fondée avant tout sur le droit de référendum d'initiative populaire. Je crois que c'est vraiment un élément fondamental qu'il faut défendre. Et l'usage aussi du référendum par le président de la République, mais avec des questions à la fois simples, sérieuses, et qui soient respectées, parce que si c'est pour en arriver de nouveau au référendum de 2005 où les Français disent non et le résultat qu'ils ont, c'est finalement le contraire de ce qu'ils souhaitaient, ça n'a pas de sens. Il faut que le référendum s'impose ensuite aux législateurs. Donc voilà, quand je parle de fondamentalement révolution démocratique, ça veut dire rupture avec le progressisme, le droit de l'hommisme. Absolument. Qui a fait reculer le niveau de vie des classes moyennes. Des classes populaires, enfin, disons que le culte du progrès est contredit par la réalité, puisque les classes populaires et les classes moyennes sont beaucoup plus en difficulté qu'il y a 30 ans. Et puis c'est pas un mythe suffisamment mobilisateur. En fait, le mythe mobilisateur, ça doit être l'indépendance des nations d'Europe, si possible en association entre elles pour résister aux colosses américains et même aussi aux colosses chinois, association des nations d'Europe, mais il faut d'abord que chaque pays se prenne en main, il faut d'abord que la France soit plus forte, y compris industriellement, ce qui est vraiment la base de tout, parce que sans industrie forte, on ne peut pas avoir une armée solide. Donc là, on a une armée qui a des qualités, mais qui est un pygmalion, qui est minuscule, qui est en fait, c'est un comment appelle-t-on ça, bonsaï, c'est une armée bonsaï, c'est-à-dire échantillonnaire. Elle est jolie, mais elle est de taille réduite. C'est pour un musée en quelque sorte. Donc renouer avec la puissance, donc avec le politique et donc avec la souveraineté. Voilà, mais et en sachant au service de quoi, c'est-à-dire non pas au service d'un potentat ukrainien. Alors que nos intérêts vitaux de Français et d'Européens ne sont pas menacés, mais au service de l'indépendance de notre peuple avant tout et des peuples européens en général. En ne se laissant pas entraîner par l'obsession anti-russe, il faut bien le dire, de certains pays de l'Est. C'est pas notre problème si les Polonais sont obsédés par le danger russe. Le danger soviétique d'autrefois. Qui était le danger soviétique d'autrefois, alors qu'il est quand même assez clair que la Russie n'a aucune intention d'établir son protectorat sur la Pologne. Enfin, je pense que Poutine n'est ni bon ni mauvais, mais c'est tout simplement un homme réaliste. Son pays a 140 millions d'habitants. Il a été dans une situation catastrophique pendant 10 ans, de 91 à 2001 en gros. Il commence à peine à se relever. Il n'était pas au pouvoir à cette voilà, non mais tout à fait. Oui. Ceci pour dire que je pense que l'objectif de Poutine, il est en gros de ne pas avoir un ennemi otanesque, à savoir l'Ukraine, à ses portes. La Russie en premier, en fait. C'est ce que voilà, et c'est pas de rétablir un quelconque protectorat sur la Roumanie, sur la Hongrie, sur la Pologne. Soyons sérieux. Enfin, Poutine, je pense, est un homme sérieux. Le coma français, c'est le titre de votre ouvrage, Pierre Le Vigan, à retrouver sur la boutique de TVL. Je le répète, merci à vous, monsieur. Merci, Pierre.